maire de Sotteville-sous-le-Val, bien connu évidemment de nombreuses personnes parmi vous, puisqu'il est porte-parole de la Manif pour tous, mais il était avant porte-parole du collectif des maires pour l'enfance. Évidemment, les deux sont directement liés. Et il est également président du comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Évidemment, cela est lié encore une fois. Franck, un grand merci. Merci beaucoup, merci à tous. Allez, je commence par des salutations que je vous adresse non seulement en mon nom, mais également Jean-Pierre Delaune-Millard, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, qui m'a envoyé un petit SMS. Salut les amis, pour moi, je le fais de sa part. Donc, merci encore à vous tous de partager avec nous ces moments d'université d'été. Conflit d'intérêts autour de la procréation médicalement assistée, c'est là mon sujet. Alors peut-être pour l'introduire, rappeler, et on l'a déjà entendu, que nous sommes dans un temps de revendication de droit, entre guillemets, mais c'est aussi un temps de droit à la revendication. Pour moi qui suis un élu, je vois bien chaque semaine les demandes qui me sont faites par mail ou quoi que ce soit, chacun estime qu'il a droit à. Alors, je vais faire un tout petit bond en arrière dans l'histoire et vous lire l'article 6 de la Constitution française du 24 juin 1793. Ça date un peu. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. Elle a pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi. Sa limite morale est dans cette maxime : ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. On a parfois oublié que ça a appartenu à la Constitution française, tous ces mots-là. C'est sur le site du Conseil constitutionnel et vous pourrez retrouver tout cela. L'intérêt individuel, égocentrique, égoïste, tout à l'heure on a entendu, se heurte de plus en plus violemment aux intérêts collectifs, aux intérêts des générations à venir en particulier. Alors, autour de l'enfant, eh bien, on notera qu'il y a de multiples intérêts. Il y a évidemment ceux de l'enfant qu'on a de plus en plus de mal à définir, j'en parlerai un peu. Il y a l'intérêt du ou des parents, et on nous parle aujourd'hui de parents biologiques, d'intention, de parents légaux, etc. Mais j'ai vu surgir, depuis quand même assez peu de temps, les intérêts des grands-parents. D'abord, je me souviens d'une tribune parue le 12 octobre 2014 dans le journal Le Monde, où des grands-parents s'exprimaient pour revendiquer un droit à la gestation par autrui, parce que c'était pour eux la possibilité d'avoir une descendance. J'ai noté à ce moment-là un extrait de leur tribune. « Notre généalogie, c'est notre histoire. Elle nous appartient. Elle ne doit pas être détériorée à cause de principes moraux que la France se permet de juger comme inacceptables, là où d'autres pays valorisent ces mêmes principes. » Et puisqu'on parle de procréation médicalement assistée, dois-je le dire, mais il y a 15 jours, je crois, l'association Alliance Vita avait repéré en Angleterre une situation bien particulière où, alors qu'il est illégal là-bas de congeler le sperme post-mortem, sans le consentement au préalable de la personne concernée, une expérimentation, si je puis dire, avait pourtant été réalisée à la demande de grands-parents qui avaient perdu leur fils de 26 ans dans un accident et qui, comme ils avaient en réserve, si je puis dire, dans un institut prévu pour cela, du sperme congelé de leur fils, ont été chercher outre-Atlantique une mère porteuse pour pouvoir donner naissance à leur petit-fils. Et ils avaient, nous dit la presse anglaise, opéré à quelques sélections parce qu'il fallait que ce soit un petit-fils pour pouvoir bénéficier de l'héritage qu'ils s'apprêtaient à transmettre. Bref, cette histoire illustre bien, me semble-t-il, de manière extrême ce que signifie aujourd'hui le marché de la procréation et des bébés sur mesure dans lequel on voudrait nous faire entrer. Quelles sont les limites actuelles à la procréation médicalement assistée ? Je rappelle là le Code de la santé publique qui nous dit que les critères d'accès à l'assistance médicale à la procréation sont les suivants. Il faut que ce soit un couple, homme-femme, consentant, infertile,
infertilité médicalement diagnostiquée qui relève de dysfonctionnement de l'organisme et ou avec un risque de transmission de maladies graves. Il faut que le couple soit vivant et en âge de procréer. Je rappelle que le Code civil condamne toute infraction à ces règles que je viens de rappeler. Mais ces règles, parce qu'elles sont des règles, parce qu'elles posent des limites, entrent à un moment donné ou à un autre en conflit avec des volontés individuelles, bien entendu. Sur la question de l'âge de procréer, par exemple, en France, il n'y a pas d'indication précise dans le Code de la santé publique sur l'âge de procréer, mais on sait que la sécurité sociale ne rembourse l'AMP que si la receveuse a moins de 43 ans. Donc on en déduit que pour les femmes, voilà la limite. Pour les hommes, il y a eu une décision rendue par la Cour d'appel administrative de Versailles qui limite l'âge des hommes à 59 ans dans le cadre de l'AMP. Mais si on est au-dessus de ces limites, eh bien, en France, une affaire a dû être jugée pour des personnes qui avaient plus de 60 ans et qui avaient cherché à avoir malgré tout des enfants. Bref, on voit bien conflit d'intérêts, de nouveau. On se heurte à la loi et à la situation particulière que l'on peut connaître en tant que couple. La question du consentement, par exemple. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais une affaire avait été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2007 parce que la requérante, elle était atteinte d'un cancer des ovaires, elle avait congelé des ovocytes, fait faire une fécondation in vitro avec son compagnon d'alors, avant de subir une ablation de ses ovaires. 6 embryons avaient été créés et avaient été mis en conservation. Mais à la séparation du couple, l'ex-conjoint a retiré son consentement. Elle est allée devant la Cour européenne des droits de l'homme, cette femme, en disant « mais les embryons sont au moins pour la moitié à moi ». Oui, mais pour la moitié seulement. Conflit d'intérêts. Conflit autour de l'égalité, évidemment. Pourquoi est-ce que, en effet, des couples de même sexe ne pourraient pas avoir accès à la procréation médicalement assistée, alors que des couples de sexe différents, dans les conditions de la loi que j'ai rappelées tout à l'heure, avaient accès à cette technique procréative? Donc, sorte d'injustice. Là-dessus, je veux rappeler l'avis du CCNE, le Conseil consultatif national d'éthique, du 15 juin 2017. J'en ai tiré une citation que je vous livre afin que nous réfléchissions ensemble. Le fait de réserver l'AMP au seul cas d'infertilité de nature pathologique peut être considéré comme une rupture d'égalité entre les demandeurs d'accès aux techniques de procréation. Cette différence de traitement peut, au contraire, être considérée comme justifiée par les différences de situation entre les demandeurs. C'était le 15 juin 2017. Vous voyez, les différences de situation ne devraient pas être considérées comme des problèmes à des ruptures d'égalité. La gratuité, conflit d'intérêts aussi autour de la gratuité du don de gamètes en France. Vous savez qu'il y a alors que la procréation médicalement assistée pour des femmes seules ou des femmes en couple de femmes ou des femmes ayant dépassé l'âge de procréer, ces fameux 43 ans dont je vous parlais tout à l'heure, une clinique, Girex, propose néanmoins ces techniques d'accompagnement vers la procréation. Et là aussi, on se trouve de nouveau sur un terrain de conflit d'intérêts. Des intérêts économiques cette fois-ci. Parce que lors d'un débat autour de la procréation médicalement assistée, à Rouen, près de la commune où j'habite, eh bien, l'orateur, un scientifique, faisait remarquer qu'il était très important de considérer que les dons de gamètes étaient gratuits en France et devaient absolument le rester. Mais gratuit pour qui, dites-moi? Pour le donneur. Mais après, tout le monde en vit. En particulier les cliniques qui s'adonnent à ce type de procréation médicalement assistée. Alors ne nous y trompons pas, on est bien sur une question de marché, sur une question, un rapport d'offre et de demande, bien entendu. Et on s'oriente
vers une migration parfois des baby shoppers, ceux qui vont aller faire le choix de leur enfant dans tel ou tel pays parce que c'est plus avantageux. Ce baby shopping est bien un marché, bien entendu. Alors, on s'inquiète déjà, et vous avez suivi comme moi les débats dans le cadre des États généraux sur la bioéthique, on s'inquiète déjà d'une pénurie de gamètes. Moi, je l'ai entendu. Alors, pour ça, n'ayez crainte. En France, on n'a peut-être pas assez de gamètes, mais on a des idées. Et je vais vous en livrer une, parce que le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, que j'ai l'honneur de présider, l'a dénoncé dans son audition auprès du CCNE. C'est que dans le cadre, parfois, des cours qui sont donnés aux enfants au collège concernant le don d'organes, eh bien, le don de gamètes est présenté comme faisant partie des dons d'organes. Mais ça n'est pas un don d'organes. Alors, c'est dommage, on n'a pas de quoi projeter, mais il paraît que dans le compte-rendu qui sera fait de cette université d'été, on pourra vous projeter les 2 dépliants qui sont donnés aux collégiens. Nous estimons que là, le marché commence à déjà préparer ses futurs donneurs, parce qu'il pourrait bien en manquer. Conflit d'intérêts, enfin, autour de la filiation monosexuée. C'est contradictoire de parler comme cela, mais je le fais. Pourquoi ? On sait aujourd'hui, et les maires comme moi qui administrent leur commune, quelles difficultés peuvent rencontrer les familles que l'on dit monoparentales, où un adulte s'occupe tout seul des enfants. Ces difficultés, elles sont connues. On les apprécie, si je puis dire, régulièrement, nous les maires. Et on doit trouver des solutions, parce qu'on est dans un contexte de fragilité de la petite communauté humaine. Eh bien qu'on connaisse toutes ces fragilités, ces difficultés de vie, la loi demain viendrait entériner le fait qu'on créerait des familles monoparentales. Mes chers amis, il faut de la cohérence. Où est l'intérêt dans cette affaire? Et l'intérêt de qui? Enfin, la Convention internationale des droits de l'enfant, me semble-t-il, dans son article 7, quand elle dit qu'un enfant a le droit de connaître son père et sa mère, et dans la mesure du possible, être élevé par eux, c'est bien parce qu'il y a un moment donné dans l'histoire, eu le sentiment que c'était là quelque chose de bon pour l'enfant. Sinon, ça n'aurait pas fait partie, cet article, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Même mieux, l'article 3 dit ceci. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quel soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Si nous pouvons parler de nos intérêts pour l'enfant, son intérêt doit être supérieur. Je veux conclure, chers amis. Tout ce qui est techniquement possible n'est pas socialement ou humainement souhaitable. La Manif pour tous ne cesse de le répéter. Alors, bien sûr, mettre des limites, ça paraît scandaleux parfois. Laissez-moi vous dire que face à la tyrannie du désir, toute barrière au désir apparaîtra comme une tyrannie. Doit-on dire oui à tout ? Eh bien non. Merci de m'avoir écouté.